Journal d'un paumé, les hors-séries. Eh bien bonjour et bienvenue sur cet épisode hors-série qui va traiter du théâtre d'improvisation. Alors c'est une thématique que je voulais aborder depuis un moment et le but de l'épisode ça va être de présenter un peu tout ça, de casser les clichés ou les préjugés qu'on peut avoir par rapport à cette discipline. Me concernant, j'ai découvert le théâtre d'improvisation en 2018 lorsque j'étais en Alsace. Vous référez aux épisodes qui parlent de cette fameuse épopée. J'avais envie de continuer le théâtre et j'avais pas mal de temps libre après le boulot vu que j'étais à 600 km de chez moi, il fallait bien s'occuper le soir. Je me suis donc ramené à un salon des associations. De base, c'était pour intégrer une troupe de théâtre que je vais appeler classique, où on crée une pièce et puis on la joue à la fin de l'année. Et alors que je regarde dans ce salon, je tombe sur un stand qui est occupé par l'Attila. Alors l'Attila, c'est une ligue d'improvisation alsacienne et ils me vendent un peu le truc au point que ouais, ça me tente bien. Je connaissais assez peu le théâtre d'improvisation, je ne savais pas comment ça se passait, je me disais que peut-être on nous donnait un mot et puis boum, allez, c'était parti, il fallait improviser dessus tout seul, devant tout le monde et peut-être même en mode battle, je savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais j'ai sauté le pas. D'ailleurs, je me souviens, le premier cours, en fait, c'était dans un complexe, un bâtiment où il y avait pas mal de salles où différentes disciplines pouvaient être pratiquées, et moi je sais plus ce que j'ai fait, j'ai du mal lire le prospectus, je vois une salle, je crois que c'est là, je rentre, sauf que les gens ne font que danser dans cette salle. Et puis bon, je mets un moment à comprendre et à avoir quelques doutes. Et je commence à poser la question, c'est ici le théâtre d'impro? Non, ici c'est pour apprendre le tango. Ah, ok, bon. Heureusement, quelqu'un de l'assaut était venu chercher. Il s'était douté que certains allaient être perdus dans le bâtiment. Bon, en fait, on était deux à être perdus. Et grâce à lui, j'ai pu aller dans la bonne salle, assister au premier atelier de théâtre d'improvisation, et ça a été une révélation. Le théâtre d'improvisation, c'est génial. Donc je vais essayer de présenter un peu tout ça. Alors l'épisode risque d'être un peu plus long que le format habituel, mais j'ai pas envie de faire ça en deux parties parce qu'en plus les hors-séries, je ne les sors pas très souvent. Donc voilà, au moins il y a tout le package d'un coup. Déjà, en général, lorsqu'on improvise sur scène, il faut savoir que c'est souvent par équipe. Et l'équipe, elle va compter en général autour de 4 joueurs, un peu plus ou un peu moins. Pareil, on ne nous demande jamais d'improviser sans donner un certain cadre. Ce cadre va se composer d'un thème. Alors des fois c'est le public qui va donner le thème, parfois ça va être plus le maître de cérémonie, je reviendrai dessus après, ou l'arbitre même. Et ce thème en fait ça va être le sujet, donc ça peut être vraiment plein de trucs divers et variés, les carottes sont cuites, 30 ans et plus de flan, enfin bref, vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. En plus du thème, il y aura une catégorie. Alors la catégorie, ça va être pour inciter les joueurs à jouer cette impro à la manière de. Par exemple, à la manière d'un western, à la manière d'une bande-annonce, à la manière d'une œuvre de Molière. Voilà, c'est vraiment varié aussi à ce niveau-là, mais ça permet d'avoir un cadre. Parfois, on a aussi une catégorie libre. Alors là, ça veut dire voilà, pas de contraintes imposées. C'est nous qui décidons un peu comment jouer tout ça. Dans le cadre pareil, on va nous indiquer le nombre de joueurs qui est attendu sur la prochaine improvisation qui va se faire sur scène. Donc ça peut être une personne comme ça peut être toute l'équipe, ça peut être nombre de joueurs illimité. Et enfin, on va nous indiquer la durée de l'improvisation qui va suivre. Parce qu'une impro peut durer 30 secondes comme 7 minutes. Bon, il faut savoir qu'en général, 7 minutes, on considère que c'est assez long. Mais ça n'empêche pas d'avoir des impros des fois beaucoup plus longues. Mais dans le cadre classique, on compte entre 30 secondes et 7 minutes. Et rien que ce cadre-là, ça permet de planter un décor, de savoir à quel point l'histoire doit avancer rapidement ou non, puisque vous vous doutez qu'en 30 secondes, des fois, il faut vite aller à l'essentiel, alors qu'en 7 minutes, on prend le temps. En plus de ça, avant que l'impro démarre, on a quelques secondes de caucus. Alors le caucus, qu'est-ce que c'est? C'est un temps rapide, 10 secondes maximum, 15 secondes pour les généreux, qui va se passer en équipe, entre les 3-4 joueurs, enfin 4-5 joueurs, pour décider de qui veut y aller en premier, donner plein d'idées, savoir un peu sur quoi on peut démarrer. Alors sachant que le but ce n'est pas d'écrire l'impro d'avance, parce que on n'a pas le temps. Et le but c'est d'improviser, donc on va pas dire en fait t'as qu'à dire que t'es là et puis machin. Non, en fait on balance des idées. Genre ça peut se passer dans une cuisine, ça peut se passer dans une cantine, voilà. Je pense à mon truc de l'omelette pas cuite ou je sais plus quoi, ce que j'ai dit avant. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses. Là, les carottes sont cuites, c'est ça que j'avais dit. Donc voilà, on donne des impulsions et le joueur monte. Et comme je disais, il est assez rare que on fasse toute une impro tout seul.
En fait, souvent, on peut démarrer à un seul joueur ou à deux, parce que des fois, dans le cadre d'un match, je vais détailler ça après, mais quand il y a deux équipes du coup qui s'affrontent en improvisation, ça peut être une impro qui démarre avec un membre de chaque équipe. Et là, du coup, c'est là aussi le but de ne pas écrire l'impro d'avance parce qu'on ne sait pas ce que l'autre équipe a un peu décidé pendant son caucus. Donc il y a ce petit moment de flottement, des fois au début de l'impro, quelques secondes pour voir quelle est l'intention de chacun des joueurs. Mais tout ça pour dire qu'il est assez rare qu'on fasse une impro tout seul, hein. Si on la démarre seul, selon les consignes de l'arbitre, il peut y avoir d'autres joueurs de notre équipe ou de l'autre qui viennent alimenter l'improvisation qu'on est en train de construire. Et c'est pour ça qu'il est important de s'entraider de ce que chacun apporte sur scène. Parce que en improvisation, une des choses les plus importantes, c'est l'écoute. Être conscient de qui sont les autres personnages qui sont en scène avec moi et de savoir où ça se passe, etc. Voilà, c'est important de voir ce que chacun amène pour éviter des incohérences. Il faut également éviter le plus possible les refus. Parce qu'en fait, les deux erreurs classiques, parmi les erreurs classiques de l'impro, ça va être c'est ça, le manque d'écoute et les refus. Un exemple, toi tu arrives sur scène dans ton histoire et tu dis allez je vais jouer le cosmonaute qui est voilà, un cosmonaute qui est en fait le père du personnage principal qui est en train de jouer. Et là à peine tu montes sur scène, tu commences ton truc et il y a un des joueurs qui vient et qui dit oh ma petite mamie comment tu vas? Et là boum, manque d'écoute, problème de connexion avec les joueurs. C'est quelque chose qui peut être assez classique, hein. Après, pareil, ça peut être une personne qui va arriver avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on construit. Par exemple, voilà, ça se passe, pour rester un peu dans le truc cosmonaute ou quoi, ça va se passer dans une station spatiale. Et d'un coup, quelqu'un va se pointer en disant maîtresse, pourquoi à la cour de récré, on peut pas jouer, machin. Enfin, bref, voilà, il y a des choses, ça casse directement l'histoire. Enfin bref, il y a plein d'exemples qui peuvent illustrer ces erreurs assez classiques, et notamment, oui, le refus, c'est simple, hein, c'est quand tu essaies d'apporter quelque chose, puis on te dit, non. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois, hein, quelqu'un qui dit, allez, viens, monte dans ma voiture. Bah non, on est sous l'eau, je peux pas monter dans ta voiture. Enfin voilà, c'est vraiment là des erreurs classiques et qu'on apprend à éviter en atelier. Enfin bref, sinon, en impro, on considère généralement qu'il y a deux piliers. Parmi ces piliers, il va y avoir les personnages. Ce qui est important dans une impro, c'est d'avoir un personnage marquant, ou du moins identifiable. On sait qui on est, quelle est la relation avec les autres personnages, et quelle est son intention dans l'histoire. Pour aider, c'est toujours bien d'arriver avec une émotion, sans que l'émotion soit forcément très forte, etc. Ça peut être une émotion légère, hein, mais voilà, souvent, ça donne un bon coup de main. Il faut éviter de jouer son propre rôle, de se dire ok là ça se passe dans une station essence ou j'en sais rien, c'est moi qui joue, alors qu'est-ce qui se passerait si j'étais dans une station essence? Non. Le mieux c'est de créer un personnage qui n'est pas nous, parce qu'on ne veut pas que ce soit Martine à la ferme, Martine dans l'espace, enfin j'en sais rien. Donc en atelier, on va souvent apprendre à se créer des personnages, et notamment ce qu'on appelle des personnages refuges. Un personnage refuge, c'est un personnage qu'on maîtrise et qui peut nous aider lors d'une impro où on n'est pas spécialement inspiré. Par exemple, voilà, le thème tombe, la catégorie, voilà, on sent qu'on n'est vraiment pas dedans, mais on sait qu'il y a un type de personnage avec lequel on est à l'aise. Et à défaut de construire quelque chose, etc., de l'impro, on sait que ce personnage-là, on sait le jouer, donc on va forcément réussir à le mettre dans une situation intéressante. Par exemple, certains, ça va être un personnage plutôt aristocrate, voilà, avec une intonation particulière, une gestuelle particulière. Et voilà, ce personnage-là, ils vont le placer dès que, en impro, ils sont un peu lâchés là par ce qui se passe, ils savent pas quoi faire, et hop, c'est un peu leur trousse de secours, ils se servent du personnage refuge. Petit conseil, parmi les personnages refuges, il y en a au moins un qu'il faut éviter, c'est le vieux. Enfin, la vieille personne. Pourquoi? Parce que tout le temps, quelqu'un sort un vieux dans une impro, ou une vieille. 9 fois sur 10, il est joué de la même manière. On va se retrouver avec un personnage qui a le dos courbé, qui mime une canne en tremblotant de sa main, avec une voix éraillée, et souvent en plus, malentendant. Donc qui avance, et quoi, qu'est-ce que tu dis, j'entends pas, matin. Vraiment, un truc lourd, et j'ai en fait personnellement horreur de ce personnage, parce que il est très souvent là, et il apporte rarement quelque chose aux histoires, parce que un personnage qui est courbé, qui avance pas vite, qui est sourd, en fait ça devient plus un boulet qu'autre chose. Donc si vous voulez faire un vieux en personnage de refuge, c'est possible, mais faites-le autrement que en faisant vraiment ce cliché quoi.
Un autre personnage refuge qu'il faut éviter, c'est le personnage bourré. Parce que, en fait, on peut rien faire avec quelqu'un de bourré. Ça entraîne forcément un manque d'écoute et puis des refus. Parce que quelqu'un de bourré, bah, si tu le joues, tu vas être «Ah oui, oui, non, mais je l'ai par là, ouais, là.» Il devient un électron libre dans la scène et c'est compliqué à gérer. Enfin voilà, il faut vraiment faire gaffe avec les personnes bourrées en impro et dans la vie réelle. Le deuxième pilier dans une impro, avec du coup à côté des personnages, ça va être ce qu'on appelle la construction, donc l'histoire qu'on installe sur scène. Il faut éviter que l'impro devienne une discussion banale, c'est souvent le piège qu'on apprend à éviter en atelier. On peut être déçu lorsqu'il n'y a pas de construction, puisqu'on peut avoir un thème sympa, une catégorie cool à la manière d'un western ou j'en sais rien, et on se retrouve avec deux personnes sur scène qui discutent de la pluie et le beau temps. On s'en fout, ça n'avance pas, enfin voilà. Donc il faut savoir apporter ce qu'on appelle une cassure dans l'histoire pour la rythmer. Et ces cassures, ça peut être plein de choses, c'est toutes sortes d'événements ou de révélations, la venue d'un nouveau personnage, parce qu'à tout moment, tant que le quota du nombre de joueurs n'est pas atteint, durant notre histoire qu'on construit sur scène, d'autres joueurs de notre équipe ou de l'équipe d'en face peuvent arriver et apporter un rythme à l'histoire. Donc voilà, là aussi, on peut avoir pour la construction des refuges, des situations qu'on maîtrise, qu'on arrive à planter assez facilement. Ça peut être un repas de famille ou ça peut être des événements comme le retour de l'ex-mari, une paternité ou une mère cachée, enfin voilà, vraiment des choses qui permettent de donner une impulsion à l'histoire et qui fait que le public continue de s'y intéresser. Alors oui, tout à l'heure je parlais un peu de match, d'équipe, parce qu'en fait il faut savoir qu'en impro, il y a deux formats assez courants. Le format le plus populaire en général, c'est le match d'improvisation. Là, ça va être deux équipes de joueurs qui vont s'affronter. Donc comme je disais, c'est en général 4 joueurs ou un peu plus ou un petit peu moins. Ça peut être deux équipes qui viennent de la même asso d'impro ou de villes différentes. Ça se fait beaucoup aussi. À côté de ça, on va avoir tout un décorum. C'est-à-dire que durant le match, il y aura un arbitre avec des assistants même parfois. Parce que oui, en impro, il peut y avoir des fautes. Si des joueurs utilisent des clichés, s'il y a de la rudesse, c'est-à-dire qu'on force les gens à faire ce qu'on a envie, etc., ça peut être sifflé comme des fautes. Il y aura aussi un MC, donc ce qu'on appelle un maître de cérémonie, qui va un peu présider tout ça, qui va assurer le dialogue avec le public, etc. Souvent, dans le format classique du match, ça va se passer dans ce qu'on appelle une patinoire. Alors c'est une mini-arène qui fait penser en effet à une patinoire, parce que le théâtre d'improvisation, je ne l'ai pas dit, mais ça vient du Canada. Et il y a beaucoup de codes qui rappellent le hockey. Notamment, si vous avez déjà assisté à un match d'improvisation, il est très probable que les maillots que les improvisateurs portaient étaient des maillots de hockey en fait. Voilà, aux couleurs de leur ligue d'impro. À la fin de chaque improvisation, le public va voter pour l'équipe qu'il a préférée. Donc souvent dans le public, on a un carton avec deux couleurs, enfin une couleur au recto, l'autre au verso. Et l'arbitre, dès qu'il a sifflé la fin de l'impro, va demander le vote du public et on attribue les points pour savoir qui a gagné. Même si le but principal, en fait, quand deux équipes font un match l'une contre l'autre, en fait, c'est de jouer ensemble. Alors bien sûr, on peut se tendre des petits pièges en impro, etc. Mais le but, c'est de construire les choses ensemble parce que c'est là que le public kiffe, en fait. Et les joueurs aussi. À la fin du match, on va remettre 3 prix. Le public souvent va voter pour le comédien qui a incarné les meilleurs personnages durant les improvisations. Il va voter aussi pour le comédien ou la comédienne qui a apporté les meilleures constructions durant le match, durant les différentes impros. Et enfin, on a le prix de l'étoile. C'est le joueur qui rassemble ces deux qualités. Voilà. À côté du match, on a un autre format qui est assez courant, c'est ce qu'on appelle en général le cabaret d'impro. Alors le cabaret d'impro, il faut voir ça comme un format libre où on sort des règles habituelles, donc là qu'on peut retrouver en match, les fautes, les contraintes de temps. Là, c'est là où on va trouver par exemple des fois des impros longues. J'ai déjà vu des improvisations qui durent 1 heure. Voilà, les différents concepts où on mêle impro et jeu, des jeux, activités en fait. Et c'est un format où les joueurs peuvent se sentir des fois un peu plus libres. Je suis assez fan personnellement des cabarets d'impro, même si les matchs, ça a une saveur particulière. Alors c'est vrai qu'en improvisation, on peut rencontrer des difficultés. Pas forcément dans la construction des personnages, dans la construction d'une histoire, parce que ça, en atelier, ça s'apprend. Même l'aisance à l'oral, etc., vraiment, il ne faut pas s'arrêter à ça, les ateliers sont faits pour ça. Les difficultés les plus courantes que j'ai relevées, moi, c'est le fait de jouer avec d'autres personnes et des fois des personnes qu'on connaît pas lorsqu'on affronte une équipe d'une autre ville. Parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de connecter avec les autres personnes sur scène. Par exemple, on en voit certains qui sont là clairement pour briller. Dès qu'ils vont monter sur scène, dès qu'ils vont rejoindre l'histoire qu'on est en train de construire sur scène, ça va être pour amener la lumière sur eux, faire un peu leur one-man show, one-woman show, au détriment des autres joueurs présents et de l'histoire. Ça m'est même déjà arrivé de voir des joueurs qui montent sur scène et ils commencent à incarner plein de personnages. Alors dans certains cas ça passe bien, mais dans d'autres non, pas du tout. C'est juste parce qu'ils veulent tout diriger
diriger en fait. Et ce qui est dommage, parce que c'est assez déroutant quand tu vois quelqu'un changer de personnage sur la même scène, surtout quand il y a d'autres joueurs en attente qui peuvent monter pour faire ce personnage-là. Enfin bon, bref. L'improvisation, il faut pas y aller en se disant je veux faire de l'impro pour faire mes blagues sur scène et que tout le monde rigole à ce que je raconte. Une fois, j'étais au téléphone avec quelqu'un et on parlait d'impro parce que j'allais jouer en fin de semaine. Et la personne me disait ah ouais, moi ça me tente bien. Encore là, je sors du boulot, j'ai raconté mes vacances à mes collègues, ils étaient tous morts de rire. Enfin, franchement, je pense que c'est fait pour moi l'impro. Bah, en fait, non. Enfin, il faut pas se baser sur ça pour se dire que l'impro c'est fait pour toi. Parce que l'impro, c'est pas raconter tes souvenirs de vacances, c'est créer des histoires, créer des personnages variés. C'est pas raconter des vannes. Parce que, en fait, l'impro, c'est une activité d'équipe. Certes, dans l'improvisation, on retrouve les codes un peu du stand-up, etc. Mais on construit rien avec des vannes. On construit rien avec des punchlines. Alors oui, ça fait marrer, etc. Mais une histoire, faut qu'elle avance. Et je dis pas non plus que les punchlines ou les vannes, c'est pas important, mais il faut savoir les doser. C'est pas une succession de vannes qu'il faut faire parce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond en fait. Et d'ailleurs, même si le rire, c'est la chose la plus satisfaisante, je pense, qu'on peut ressentir, parce que c'est vrai, le rire, bah, on sait tout de suite. Quand le public trouve ce qu'on fait amusant, bah, avec le rire, on sait que ça marche instantanément. Alors que d'autres émotions, bah, le public peut être très calme et on ne sait pas s'ils aiment ou pas. Mais je trouve ça beau de réussir de temps en temps à faire une impro plus dramatique. Une impro sérieuse, qui fait réfléchir ou même qui touche les gens. Je me souviens d'une improvisation que j'ai faite là il y a quelques mois. Et c'était une histoire triste, c'était voilà, deux frères dont le père est décédé mais avec lequel ils n'ont jamais réussi à avoir une discussion sérieuse et ils ont l'opportunité finalement de revoir leur père, enfin bref, tout un concours de circonstances, parce que c'était une impro à la manière un peu fantastique et c'était touchant. Et même à la fin, il y avait eu 2-3 personnes à la fin de l'impro qui essuyaient leurs yeux parce que bon, bah, ça les avait touchés. Et c'est satisfaisant aussi. Parmi les autres difficultés qu'on peut avoir en impro, c'est vrai que, comme je disais, ça va être souvent le gros manque d'écoute. Par exemple, on arrive, on est sur scène, on installe notre petit atelier de garage, on montre qu'on est en train de réparer une voiture, et là, il y a quelqu'un qui monte et qui traverse tout le décor qu'on a mimé, etc. Donc, et qui se retrouve face à nous, donc techniquement dans le capot de la voiture, et puis qui dit ah bah tiens, je t'ai commandé une pizza ou quoi, les trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a installé. Ou voilà, quelqu'un qui vient tondre la pelouse au milieu d'un restaurant, enfin bon, bref. Des fois, ça peut tourner à l'absurde volontairement, mais souvent, c'est casse-gueule quand même. Même quand deux équipes s'affrontent, parfois, bah, on sent qu'il y en a une qui écrase littéralement l'autre, hein. Il y en a une qui est là pour faire son show, et elle écoute pas du tout les autres joueurs de l'autre équipe, etc. Quoi. Tu sens que c'est elle qui prend les commandes, point barre. Donc bon, c'est les difficultés qu'il peut y avoir. Je terminerai rapidement avec aussi les personnes qui ont du mal à se détacher de leur univers, hein. Ça m'est déjà arrivé, mais peu importe le thème ou la catégorie, on va forcément avec certains se retrouver par exemple avec des sorciers, des dragons, des trucs magiques, ou même des fois des trucs très bizarres que personne comprend parce que, bah oui, certains ont des univers qui leur sont propres, on va dire. Enfin, mais c'est ce que je viens d'y repenser, des fois on joue toujours de la même manière. Peu importe l'impro, c'est toujours le même personnage, un peu à la manière de Martine à la plage, machin, ce que je disais tout à l'heure. Et je me souviens notamment d'une personne, en fait son personnage il est toujours hystérique. Et c'est très compliqué parce qu'on sait que dans l'impro, au bout d'un moment, le personnage va se mettre à hurler, il va plus écouter, on va rien comprendre, enfin bon bref, c'est ça qui peut être compliqué. Mais pour terminer, je ne peux que vous encourager à faire de l'improvisation, parce que déjà c'est un moyen de sociabiliser. C'est là où je me suis fait de très bons amis quand j'étais en Alsace, et encore aujourd'hui, ces amis, ce sont des gens avec qui je fais du jeu de rôle, hein, du JDR de temps en temps. Certains sont même venus à mon mariage, enfin, vraiment ça permet de se faire des super potes. Ça se démocratise de plus en plus le théâtre d'improvisation, donc ça permet vraiment des rencontres un peu dans toute la France lorsqu'on va faire des matchs, etc. Et ça vous donne plus de chances d'avoir une asso pas loin de votre ville, ou même déjà dedans. Les ateliers se déroulent de manière bienveillante et c'est important parce qu'on est là pour apprendre, tester des choses, etc. Donc moi j'ai toujours eu de la bienveillance dans les ateliers où j'ai participé. À côté de ça, ça nous aide dans la répartie, dans l'imagination, dans l'expression corporelle et orale. Donc voilà, ça peut apporter vraiment de bonnes choses même dans la vie d'à côté. Parce que c'est comme tout, ça s'apprend. Les ateliers sont là pour ça, il ne faut pas avoir honte de son niveau, quoi que ce soit. Il faut savoir que vous n'êtes pas balancé direct comme ça en match, allez boum, devant 100 personnes ou plus. Non, non, il y a les ateliers qui sont là pour vous préparer. Et souvent, en tout cas moi, dans les ligues où j'étais et où je suis, c'est toujours sur la base du volontariat. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Et enfin, l'improvisation, c'est quelque chose qui permet d'avoir son échappatoire. On crée des histoires ensemble, on sort de notre quotidien, on redevient un peu des gosses et franchement ça des fois ça fait pas de mal. Il y a vraiment eu des ateliers, je suis ressorti, j'étais vraiment content parce que je m'étais amusé. Mais vraiment, mais amusé comme quand j'étais petit, etc. Et ça fait du bien même quand on est adulte, franchement. N'ayez surtout pas peur du bide, parce que
Je pense qu'on est tous passés par là. Moi, je me souviens, un des premiers matchs que j'ai fait, ça s'est passé dans une abbaye. Il y avait des plaques mortuaires au mur. C'était très bizarre l'ambiance, etc. Et le public avait pas du tout adhéré aux impros. Il y avait aucun rire, il y avait rien. Et je me souviens un moment, même je lève les yeux vers le public et il y a une personne, elle a eu le visage le plus blasé que j'ai pu voir pendant longtemps. Enfin bref, ça a été un sacré bide. Et ça arrive à tout le monde, hein. Je me souviens, mon ancien coach, qui reste pour moi un des meilleurs joueurs que j'ai vu, ça lui arrivait aussi de se prendre des bides monumentales. Il avait fait une impro durant un événement, je sais plus, enfin bref, un événement, et il y avait un mec bourré, un vrai, hein, pas un personnage, qui était devant la scène, et qui parlait en même temps que l'impro. Enfin bref, c'était horrible, et à un moment, tout en restant dans son personnage, mon pote a essayé de le raisonner un petit peu, et le mec bourré l'a regardé, il lui a chopé l'entrejambe en serrant. Et voilà. Et suite à ça, bah, oui, tu te fais choper les bourses comme ça devant tout le monde et t'es en train de jouer, enfin de pratiquer le théâtre. C'est un peu compliqué de rebondir là-dessus. Et il s'est pris, pareil, le beat du siècle suite à ça, parce qu'il n'arrivait plus à rebondir, machin. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que n'hésitez pas. En ce qui me concerne, une fois que j'ai quitté l'Alsace, j'ai continué l'improvisation et je ne regrette pas du tout. Voilà, j'espère que ces présentations vous donneront au moins un peu envie ou vous encourageront à aller assister à un match d'impro, un cabaret d'impro ou de faire partie d'une asso. Je me suis pas éparpillé sur l'histoire, l'origine de l'impro, hein, que ça vient du Canada, etc. Je pense pas que j'en ferai un épisode non plus, mais n'hésitez pas, l'histoire est très, très intéressante également. L'épisode se termine ici, merci de votre écoute et à très vite. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.